Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Quand j'étais petit, j'avais dans ma chambre un immense poster avec tous les drapeaux des pays du monde, avec leurs noms, leurs capitales. Et petit à petit, j'arrivais à retenir les drapeaux de différents pays, à les dessiner. Alors il y avait les drapeaux faciles et rigolos comme la Suisse, le Japon, le Bangladesh. Il y avait les drapeaux tricolores comme la Côte d'Ivoire, l'Irlande, l'Italie. Et il y en avait qui ne rentraient pas du tout dans ma tête, il y avait rien à faire, j'arrivais pas à les reconnaître. Et en fait, c'est parce que les pays avaient des noms bizarres, comme Saint-Christophe et Nieves, ou Sao Tomé et Principe. Et aujourd'hui, je n'ai plus 10 ans, j'ai décidé de découvrir Sao Tomé et Principe, qui est le deuxième pays le plus petit du continent africain après les Seychelles. Sao Tomé et Principe, c'est un pays, mais constitué de 3 îles situées au large du Gabon, à l'ouest de l'Afrique, dans l'océan Atlantique. La première île s'appelle Sao Tomé, la deuxième, vous l'avez deviné, Principe, et la troisième s'appelle Ilhéu das Rolas. Les deux principales îles sont distantes de 150 km et ne sont pas habitées. Ou plutôt, n'étaient pas habitées jusqu'au 21 décembre 1470, jour de la Saint-Thomas et jour de leur découverte par des Portugais. Depuis, sur ces cailloux de 1001 km², donc 8 fois plus petits que la Corse, une vie s'est développée, une vie à la portugaise, jusqu'à leur indépendance en 1975. Il y a aujourd'hui plus de 200 000 Santoméens et Santoméennes et parmi le peu de Français qui vont s'aventurer là-bas, j'en ai trouvé un, Jean-Baptiste. Pas le même Jean-Baptiste qu'en Côte d'Ivoire pour ceux qui suivent le podcast. Ce Jean-Baptiste-là, il habite depuis 5 ans à Sao Tomé et travaille dans la conservation de la biodiversité. Il va nous raconter ce qu'il a vu, goûté, appris en habitant sur les jumeaux du large. Bon dia Jean-Baptiste. Bon dia. Obrigado de nous faire voyager à Sao Tomé et Principe. Alors moi, je suis super content de faire cet épisode parce qu'il y a 2 heures, je connaissais rien du tout sur le pays. Et là, dans 30 minutes, j'aurai déjà quelques bases. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Comment c'est l'arrivée à Sao Tomé et Principe? Qu'est-ce qui t'a surpris dès le début quand tu y es arrivé? De nada, então eu não sei se tenho que falar português ou posso falar em francês. Je vais parler en français, ça va faciliter la compréhension Je pense, oui, surtout la des mienne. auditeurs. Alors moi, j'ai peut-être pour revenir un petit peu en arrière, avant d'arriver à Sao Tomé, je pense que c'est important de le dire, je venais du Mozambique où je vivais depuis 7 ans. Donc c'était pas mon premier pays et ma première destination hors Europe et intra-africaine. Mais c'était la première expérience sur un archipel notamment. Donc c'est assez spécial. Et je sortais d'un contexte aussi où je travaillais pour des ONG de conservation de la nature et la cogestion des aires protégées dans de très très grandes aires protégées, donc notamment à Niassa, c'est 43 000 km², pour me retrouver sur un îlot qui est celui de Sao Tomé. Je dis un îlot parce que il fait 850 km², donc par rapport aux espaces auxquels j'avais l'habitude au Mozambique, c'est tout petit. Mais avec une diversité absolument incroyable et ça a été assez impressionnant et je l'ai vite découvert. Maintenant, on me l'avait vendu comme un paradis sur terre et je pense que c'est un vrai paradis, par exemple pour des gens qui viennent de situations plus comme par exemple des situations européennes. Moi, quand je suis arrivé, les premières choses qui m'a choqué, c'était la pollution plastique et les chiens errants, notamment dans la ville de Sao Tomé. Je suis arrivé de nuit en plus, donc c'est vraiment la seule chose qui est ressortie. Et puis il a fallu quelques jours d'adaptation pour vraiment voir un petit peu quels étaient les miracles de cette île et la diversité et la richesse et la beauté, que ce soit d'un point de vue des infrastructures coloniales qui proviennent encore donc d'un temps qui est pas si lointain puisque l'indépendance de Sao Tomé c'est 1975, mais aussi et à côté de ça justement le développement de cet archipel avec 220 000 habitants maintenant par rapport aux 30 000 personnes peut-être à l'époque de l'indépendance, donc avec une croissance exponentielle démographique qui reste relativement limitée finalement par rapport à d'autres contextes africains. Et puis sa forêt luxuriante, c'est un pays qui est toujours vert. Ça c'est peut-être la chose à remarquer et que chacun remarque, peu importe la route que l'on prend, si ce n'est peut-être la petite zone nord que l'on appelle la zone de savane, mais partout où on se balade à Sao Tomé, c'est vert et c'est vert toute l'année et ça c'est impressionnant.
Alors Sao Tomé et Principe, c'est deux îles. D'ailleurs, on dit Sao Tomé pour Sao Tomé et Principe, ou on dit STP. Il y a un petit raccourci ou ça n'a On pas un petit dit nom? Sao Tomé et Principe, Sao Tomé et et à Principe. Sao Tomé et Principe, on peut vivre soit sur l'île de Sao Tomé, soit sur l'île de Principe, en sachant que Sao Tomé est une île et on parle d'un contexte insulaire, et Principe est une île et on parle d'un contexte de double insularité, parce que tout ce qui arrive à Principe passe par Sao Tomé. Donc il faut arriver Ok. sur la première île pour ensuite arriver sur la seconde, qui est plus petite, hein, autour de 150 km². Et d'ailleurs, les populations aussi, on est plutôt autour de 20 000 habitants par rapport à 200 000 sur l'île de Sao Tomé. Ok, bah c'est un peu lié à ma question. Comment c'est le fait d'habiter dans un pays où il y a deux îles? Est-ce que les gens ils vont toujours de l'une à l'autre, ou est-ce qu'il y a vraiment une séparation entre les deux, ou il y a de la famille un petit peu dans les deux îles? Alors, les deux situations existent, hein, mais il faut imaginer que le passage d'une île à l'autre n'est pas évident. Il y a deux voies possibles, soit le bateau, pour transiter de Sao Tomé vers Principe et vice versa, soit l'avion. Mais ni l'un ni l'autre ne bénéficient on va dire de moyens de haute technologie. Donc les bateaux sont soumis à rude épreuve. Il y a eu un bateau qui a coulé il y a de ça 2 ans ou 3 ans. L'avion est certainement le moyen le plus sûr, mais ça reste des petits avions et il n'y a pas de centre de maintenance à Sao Tomé et Principe. Donc quand il y a un problème avec l'avion qui fait le transit entre les îles, eh bien le passage est bloqué. Donc il y a plus d'échange entre les deux îles et donc ça crée des problèmes même relativement importants en termes de fourniture de combustible ou de produits alimentaires de base, par exemple sur l'île de Principe. Parce que si l'avion est en panne, il n'y a plus rien qui arrive à Sao Tomé Principe, ou il n'y a plus rien qui arrive à Principe? Sao Tomé, de plus en plus, hein, et d'ailleurs moi je suis arrivé déjà en 2018 à Sao Tomé où il y avait plusieurs compagnies aériennes qui allaient vers l'île de Sao Tomé. Donc il y a une ouverture au monde qui était un petit peu plus poussée, et d'ailleurs le nombre de touristes aussi commence à augmenter, etc., etc. Donc, c'était une période post-Covid, hein, pré-Covid, pardon. Pré-Covid, ouais. La situation s'est un peu dégradée pendant la crise sanitaire. J'y étais. Hein. On s'est retrouvé complètement isolé du reste du monde pendant plusieurs mois. Et puis d'ailleurs pour l'anecdote, la barge qui fait le transit entre les bateaux qui ramènent les containers et puis l'île a coulé aussi à cette époque-là. Donc on s'est retrouvé pendant plus de 2 mois sans avoir de fournitures extérieures. Donc quand on parlait de manque d'eau et de manque de PQ en Europe, ben, c'était encore plus le cas à Sao Tomé. Ça c'est marrant. Ça aurait pu être l'anecdote d'après, parce qu'à la fin je te pose la question sur une anecdote. Toi t'as vécu sur la grosse île donc de Sao Tomé. C'est comment de vivre là-bas? Est-ce que tu peux nous emmener avec toi, marcher dans les rues de Sao Tomé? Donc Sao Tomé, la capitale du pays, c'est Sao Tomé. Est-ce qu'on peut marcher dans cette capitale avec toi, et qu'est-ce qu'on voit, à quoi ça ressemble? Moi, j'ai eu la chance de par mon travail, hein, d'aller sur les deux îles et de faire des voyages réguliers aussi sur l'île de Principe. Il faut imaginer Sao Tomé comme étant un mix entre justement des édifices coloniaux, j'en parlais au début, et puis de nouvelles infrastructures qui correspondent à un développement aussi un peu plus occidentalisé de l'archipel. Donc, on a tous cet ensemble entre anciennes constructions coloniales très rigides qui sont malheureusement dégradées, mais malgré l'état de dégradation sont encore résistantes. Et puis des infrastructures plus récentes qui sont souvent faites à bas coût, selon des techniques de construction qui sont pas forcément à la pointe. Donc on a vraiment un contraste en termes d'infrastructures, les rues, quelques routes. On parlait dans un podcast antérieur des quelques routes de Madagascar, et là aussi à Sao Tomé on considère 3 routes principales: la route du nord, la route du sud et la route du centre. Donc la route du nord part de Sao Tomé, qui est au nord-est de Sao Tomé, et fait le tour de l'île par le nord, en passant par la zone à l'extrême nord, puis le nord-ouest de l'île. La route sud va jusqu'à la pointe sud de l'île, et puis il y a la route du centre qui remonte vers la forêt et le cœur de l'île de Sao Tomé, en sachant que Sao Tomé est une île volcanique. Donc finalement, on peut très bien imaginer un gradient d'altitude. Hein. On passe de 2000 mètres à
au niveau de la mer en quelques kilomètres, puisque on parle de 1000 kilomètres carrés, 850 pour l'île de Sao Tomé, donc c'est tout petits îlots océaniques, mais avec un très grand gradient d'altitude. Et la route qui va au nord, par exemple, c'est combien de kilomètres de Sao Tomé jusqu'à l'extrême nord? J'ai peur de dire des bêtises, mais ça doit être une cinquantaine de kilomètres. Ok, d'accord. Donc on va vite au nord et au sud, quoi. En moins de 100 kilomètres, on a été du nord au sud. On va vite avec la qualité des routes, donc il faut, notamment pour la route du sud qui est plus dégradée, ça peut prendre 2 heures par exemple pour passer de Sao Tomé à Porto Alegre, qui est à la pointe sud de l'île. Mais c'est un voyage qui est aussi très très agréable, où on voit plein de choses différentes. Il y a une route, pardon, en passant Saint-João de Angolar, donc qui est une des villes principale. On a une route qui donne une vue absolument spectaculaire sur le Pico Cangrande, qui est un bloc de pierre qui surgit de la terre. En réalité, c'est lié à l'érosion, mais c'est relativement intéressant et c'est absolument magnifique. Et c'est la première image qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur Google quand on tape Sao Tomé Principe. Du coup, pour reparler un petit peu du centre-ville, si jamais on arrive à Sao Tomé, il y a que 3 routes et après c'est que des routes de terre, ou dans le centre-ville c'est bitumé aussi, juste pour se rendre compte un peu à quoi ressemble le centre-ville? Non, c'est bitumé. Il y a quelques routes. Alors, il faut imaginer que cette ville, elle a été construite pour un maximum de 25 à 30 000 habitants et qu'aujourd'hui, on a à peu près 70 000 habitants qui vivent dans dans la ville de Sao Tomé. Donc c'est une ville très dense en termes de population, avec beaucoup de mouvements, mais qui est très horizontale encore, donc il n'y a pas beaucoup de verticalité par rapport à d'autres grandes villes, métropoles africaines qui commencent à grandir en hauteur. À Sao Tomé, on reste dans des maisons traditionnelles plutôt, donc avec un étage. Souvent, les gens commencent par la construction du premier étage, avec des constructions de briques et de broc, avec du bois de seconde qualité. Et puis ensuite, quand les finances le permettent, commence à créer un rez-de-chaussée avec des constructions plus classiques, ciment, bloc et donc voilà, on a une succession de ces maisons finalement, une expansion associée à l'expansion de la démographie. Ok. Parce qu'on parlait à Abidjan que c'était des énormes buildings, des énormes banques et des magasins du CAC 40, enfin des entreprises du CAC 40. Sao Tomé, pas du tout du coup. Ça va être un étage maximum et des vieilles maisons coloniales ou plus récentes. Alors on a beaucoup parlé de bouchons chez Papa Maman Tout va bien, parce que Madagascar il y en a, Côte d'Ivoire il y en a, il y en a à Sao Tomé, il y a beaucoup de voitures où il y a personne sur les routes. Il y en aura bientôt trop. Il y en aura bientôt trop. Mais est-ce qu'il y en avait? Mais pour l'instant, ça reste gérable. Moi, j'ai vu en quelques années déjà l'évolution de la circulation. Il y a plus de voitures aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3 ou 4 ans. Mais bon, ça reste relativement raisonnable. Peu de bouchons, relativement fluides. Le grand problème, c'est la qualité des routes, qui étaient des routes déjà bitumées et déjà relativement solides à l'époque coloniale, mais qui souffrent d'un problème de maintenance. Et la manutention des routes est très faible et donc on se retrouve avec des routes qui sont chaotiques quoi. Donc il faut pouvoir rouler doucement et adapter sa vitesse aussi pour éviter l'accident. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de sorties culturelles et sorties nocturnes, parce que c'est une île. Rapidement, je pense que beaucoup de gens connaissent beaucoup de gens, pour pas dire tout le monde connaît tout le monde. Est-ce qu'il y a des sorties culturelles? Est-ce qu'on peut sortir dans des endroits qui nous ouvrent un petit peu, ou c'est toujours la même chose? Alors, pour quelqu'un qui viendrait faire du tourisme, par exemple, pour quelques semaines, il y a des choses absolument extraordinaires à découvrir et tout est très proche en fait à Sao Tomé, mais on se lâche jamais. On pourrait passer 3 semaines en faisant des choses différentes tous les jours, en découvrant de nouvelles, ce qu'on appelle les roças, donc les anciennes constructions coloniales, les fermes, notamment production cacao, café, canne à sucre, etc., qui ont créé des sortes de mini-villages orientés autour de la production agricole. Donc il y a vraiment une diversité autour de ça absolument extraordinaire. Il y a quelques danses et cultures aussi propres à l'île de Sao Tomé et à l'île de Principe d'ailleurs, mais avec une diversité qui s'explique aussi de par la provenance des habitants. Il n'y a pas une unicité ethnique ni culturelle de Sao Tomé et Principe. Il y a une diversité au contraire des populations qui sont plutôt provenant d'Angola ou du Mozambique ou du Cap-Vert ou d'autres pays de la sous-région, la Guinée-Bissau aussi. C'est surtout les colonies de langue portugaise, les anciennes colonies portugaises, pardon, qui étaient l'objet d'échanges d'hommes, de main d'œuvre.
avec Sao Tomé et Principe, et c'est ce qui a créé au fil du temps, notamment sur les 2 siècles derniers, sur les derniers 200 ans, ces échanges multiculturels à Sao Tomé. Maintenant, les principales sorties, en tout cas pour quelqu'un qui vit à Sao Tomé, c'est soit on va à la plage, soit on va à la montagne, soit on va se balader en forêt, soit on va profiter des plages absolument sublimes et de la mer chaude de Sao Tomé, puisqu'on est sur l'équateur. Mais alors pas de concert ou de boîte de nuit ou ce genre de choses? Il y a ça quand même? Ouais, il doit y avoir 2 ou 3 boîtes de nuit où j'ai déjà mis les pieds malheureusement, mais Ok, il y en a quelques-unes quand même. ça fait partie de l'animation aussi. Il y a une jeunesse très importante à Sao Tomé et Principe. On parle de 200 000 habitants, mais plus de 220 000 même, on pourrait aller jusque-là. Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Ouais, donc on peut s'amuser avec des jeunes, il y a de quoi faire. En termes de sécurité, parce que j'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe sur les ministères des Affaires étrangères canadiens ou français, et on nous parle un petit peu de piraterie au large de Sao Tomé. Est-ce que dans Sao Tomé Principe et puis autour, c'est safe? Quand on parle de piraterie, en fait, il parle du golfe de Guinée. Sao Tomé est au cœur du golfe de Guinée, à une dimension territoriale qui est limitée, mais à un très grand espace maritime. Donc, j'imagine que à la limite de l'espace maritime, notamment avec le Nigeria, par exemple, il y a des risques de piraterie. Maintenant, de Sao Tomé vers le Gabon, plutôt, là, il y a deux espaces maritimes qui sont plutôt bien protégés. Et puis sur l'espace terrestre, c'est un pays qui est très très sécure. Il y a très peu de problèmes de sécurité. Une fois de temps en temps, il y a des choses, voilà, c'est possible, hein, comme dans n'importe quel pays et dans n'importe quel contexte, il y a des accidents. Qui sont parfois dramatiques et qui sont parfois complètement inexplicables, mais c'est très rare, donc il faut garder un œil et rester vigilant. Mais de manière générale, on est dans un des pays les plus sécures, même dans le contexte africain. Donc même de nuit, on peut se balader, rentrer chez nous à pied, il y a aucun souci. Dans la ville de Sao Tomé, il y a absolument aucun problème. C'est très bon à entendre. Toi, tu travailles dans la conservation de la biodiversité, donc tu as étudié de très près les aires protégées qui représentent 30% de la surface du pays. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Des animaux, des arbres? J'ai vu qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques. Tu peux nous raconter un peu ce qu'on peut trouver à Sao Tomé? Sao Tomé, c'est un pays peut-être le hotspot en termes d'espèces endémiques à l'échelle mondiale. On est sur un tout petit espace et avec énormément d'espèces qui n'ont évolué que à Sao Tomé. Et c'est des choses on continue à découvrir de nouvelles espèces à Sao Tomé. Donc peu nombreux sont les pays où on continue à découvrir des espèces, même en forêt amazonienne, on en arrive à bout, mais à Sao Tomé et Principe, sur un petit caillou de 1000 km², on continue à découvrir des espèces presque tous les ans. Très concrètement, à Sao Tomé, on a 28 espèces endémiques d'oiseaux, par exemple, sur autour de 400 espèces potentiellement observables. Donc ça en fait un hotspot en termes de birdwatching, donc observation des oiseaux. Des oiseaux pour la plupart en plus sur ces 28 espèces endémiques, mais aussi des espèces qui sont en danger, notamment de par leur aire de distribution. Et puis aussi associé aux espèces invasives, à la croissance et au mitage de l'habitat par les populations humaines, donc avec des pressions qui sont importantes, d'où l'importance aussi du travail de conservation, des aires protégées qui sont importantes, mais au début les parcs naturels principalement qui ont été créés depuis 2006, ils sont peu représentatifs de la diversité écologique de Sao Tomé, puisqu'ils sont surtout dans les zones d'altitude, qui sont des zones peu accessibles, où il n'y a pas eu de développement agricole, donc ce sont principalement les forêts primaires encore de Sao Tomé Principe. Mais il y a toute une population, toute une diversité biologique qui existe en dehors de ces parcs, dans des zones qui sont des zones d'utilisation multiples. Et donc, dans le cadre de mes activités et avec mes collaborateurs, on a avancé l'agenda de Sao Tomé pour la reconnaissance de nouvelles zones protégées ou le travail avec les communautés pour une cogestion de cette richesse en termes de biodiversité, qui en plus est la base de l'habitabilité de l'île, puisqu'on est sur un système d'îles volcaniques, donc il y a des services écosystémiques qui viennent
justement des zones d'altitude vers les populations qui principalement vivent sur la côte. Le plus représentatif peut-être serait parler de l'eau. Dans une île, finalement, où est la réserve en eau? La réserve en eau, c'est la forêt. D'où l'importance de cette forêt pour alimenter les populations et pour assurer justement la durabilité du modèle économique et social de Sao Tomé et Principe. Du coup, on va venir te voir. Et si on vient te voir quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a des passages obligatoires à Sao Tomé en termes de découverte. Par exemple, il faut aller à la Roça Agostinho Neto, qui était en tout cas à l'époque coloniale une des plus grandes roças. Hein, les roças, c'est ces fermes coloniales et qui a encore des infrastructures absolument incroyables. Et donc il faut aller visiter ça avant que tout ne s'écroule, parce que le risque, c'est vraiment que ça s'écroule un de ces jours. Il y a des plages absolument incroyables. Il faut passer par la zone nord. Il faut aller voir les plages de la zone nord. Il faut aller voir les plages de la zone sud aussi, qui sont un petit peu plus uniques, on va dire, même avec des petites criques et des plages plus larges de sable blanc, de sable noir. Donc il y a vraiment toute une variété de plages à découvrir. Et puis c'est des plages de reproduction de tortues, notamment en zone sud. Donc pendant la période principale de reproduction des tortues, octobre jusqu'à mars, c'est des vacances absolument extraordinaires. On se retrouvait à avoir 4 espèces de tortues donc qui nidifient à Sao Tomé et Principe et qui font des milliards de kilomètres probablement dans leur vie et qui reviennent pour faire un nid à Sao Tomé et Principe sur un caillou au bout du monde. Ça, c'est des histoires assez extraordinaires. Ensuite, il y a la forêt. Il faut aller voir. Il faut faire le chemin, les hikes obligatoires pour aller, par exemple, à Lago Amelia, qui est. J'ai pas envie de donner la fin du bouquin, mais ça s'appelle le lac Amélie, Lago Amelia, mais en fait c'est un marécage, donc il faut pas y aller avec sa serviette, il faut y aller avec ses chaussures de marche et éventuellement sa cape, parce que le risque c'est qu'on monte en altitude, donc il commence à pleuvoir, on est déjà dans la forêt de nuages, c'est assez impressionnant, peut-être aller jusqu'au pic de Sao Tomé. Si on a l'occasion de prendre un bateau, on peut aller voir les dauphins, on peut aller voir les baleines si c'est la période des baleines, donc il y a des sorties en mer aussi assez extraordinaires à faire, et puis aller jusque Sao Miguel éventuellement, qui est un lieu qui ne peut être accessible que en bateau, où on va retrouver des chasseurs et des collecteurs-cueilleurs qui y vont périodiquement. Voilà. Et puis Sao Miguel, c'est quoi? Sao Miguel, c'est une petite communauté qui est au sein du parc naturel Lobo de Sao Tomé. Mais c'est sur l'île de Sao Tomé. Sur l'île de Sao Tomé. Il faut faire le tour en bateau pour y arriver. Ouais, on peut y aller à pied. J'y suis déjà allé à pied. Et on arrive rapidement au point culminant. Du coup, à 2000 mètres, on peut y arriver ou pas à celui-là? C'est une balade de 5 heures, 4 heures de marche. Et c'est accessible, on arrive au sommet. Oui, il faut y aller avec un guide. Hein. Je vous recommande à tous ceux qui souhaiteraient découvrir la forêt de Sao Tomé de se rapprocher de par exemple l'association Monte Pico, qui est une association d'éco-guides. Et ils sont tous très bien et ils vont vous donner plein d'astuces en plus pour à la fois être en sûreté et en sécurité en forêt et ne pas vous perdre, mais aussi découvrir cette forêt qui est verdoyante et qui est absolument exubérante. Puis voilà, il y a des choses à découvrir à Sao Tomé. Je vais pas mentionner d'hôtels particuliers parce qu'il y en a plein et ils se valent tous les uns les autres. Il y en a quelques-uns à éviter, mais je vais aussi pas les mentionner parce que je vais m'attirer les foudres. On va juste les grands noms et puis on se renseignera, mais ça donne vraiment envie en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un moment incroyable, une aventure exceptionnelle que tu as passé, à quel endroit et voilà, quelque chose de beau, je sais pas, on a eu une histoire avec des dauphins par exemple, ou alors avec des lucioles dans un désert. Est-ce qu'il y a un moment magnifique que tu as passé Ouais, j'ai eu la chance de très vite rencontrer des gens que je considère comme des amis maintenant à Sao Tomé, qui ont une très grande connaissance de l'environnement de Sao Tomé, et avec eux, on avait en plus, moi dans mon esprit aventurier, toujours cette volonté de découvrir des choses plus extrêmes. Eux, éco-guides, donc qui connaissaient déjà très bien Sao Tomé, mais éventuellement qui n'étaient pas forcément stimulés dans cette course à l'adrénaline et à la découverte. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer et de découvrir des sites absolument merveilleux, des cascades cachées, des grottes avec des cascades, avec des chauves-souris, etc. Peut-être si je devais en choisir un, je pense que on parlait de San Miguel tout à l'heure.
C'était en 2019. J'avais décidé de faire le tour de l'île à pied. Et donc une partie du tour de l'île est moins intéressant puisque c'est du macadam, donc on s'est fait déposer en voiture à Malanza, et de Malanza on est rentré en forêt et puis on a marché et puis on arrivait le soir à São Miguel, on marchait tranquillement, on regardait les insectes, on prenait des photos, on parlait aussi de la conservation donc avec Koudi et Antonio qui sont deux très bons guides, et si vous voulez avoir des guides de référence, je vous invite à les contacter, Koudi et Antonio. Et puis on arrive à São Miguel, on passe avant d'arriver à São Miguel, peut-être alors je vais mentionner des sites que seulement si vous allez voir sur une carte ou sur Google Maps vous découvrirez, mais on s'arrête à San Antonio de Musacavu, qui est une ancienne roça aussi un petit peu perdue au milieu de nulle part, on peut y aller qu'en bateau. Et puis on achète de la viande de cochon parce qu'il y a un éleveur de cochons, et puis on arrive à São Miguel, on se fait notre barbecue, etc. Et puis on passe une nuit agréable, et le lendemain on se réveille un petit peu tard et on part du campement à 8 heures en sachant qu'il fallait absolument qu'on rentre le soir même parce que le lendemain j'avais en plus une réunion avec l'ambassadeur de l'Union européenne à l'époque. On part et 30 minutes après, vers 8h30, il commence à pleuvoir, mais une pluie drue. Quand tu tends le bras, tu ne vois plus ta main. Ah oui. Donc on se retrouve dans une situation où on est en forêt, on marche, on essaie de marcher droit, mais marcher droit en forêt c'est toujours très compliqué. On ne voit rien. Et ça a été la situation pendant 1h30, 2 heures. Au bout de 2 heures, on s'est forcément perdu, donc on a mis un autre 2 heures pour retrouver notre chemin. Bon, l'île n'est pas grande, mais on est des gens intelligents, donc on a réussi à retrouver l'axe plus ou moins l'accès vers notamment la zone littorale, et ensuite on s'est dit on va suivre la côte et puis on va arriver à Santa Catarina, donc qui est la première ville au nord-ouest de l'île. Et puis en continuant notre trajet, on arrive sur une plage. Le petit déclic peut-être sur ce que l'on faisait et le danger que l'on courait. Tout d'un coup est arrivée la 7e vague. Donc la 7e vague, c'est grande vague. Donc on était sur la plage, en train de marcher sur la plage, et tout d'un coup il y a une vague qui nous dépasse de 2 mètres, qui nous plaque contre la roche. Et donc toutes les affaires étaient dans l'eau. On a réussi à récupérer une partie des affaires. Heureusement, comme il pleuvait, on avait tout emballé dans du plastique. Donc bon. On passe cette première étape, l'adrénaline commence à monter, on est tous très motivés et remotivés malgré le fait qu'on soit complètement trempés et épuisés avec quelques heures de marche en rond en plus, en forêt, et les quelques kilomètres seulement qu'on avait parcourus en plusieurs heures. Et puis tout d'un coup on arrive à la fin de cette plage, il y a un grand rocher, il y a un monsieur qui est assis avec son bidon de 20 litres. Et alors ça correspond au viandetero, donc c'est les gens qui vont récolter le vin de palme. On voit que son bidon il est déjà bien entamé, il y a déjà au moins un bon tiers de son bidon qui est bu, et donc on lui pose la question, et en fait ça faisait 2 jours que le bateau n'était pas passé parce que c'était la mauvaise lune, et que donc il y avait ces grandes vagues, il y avait une mer très agitée, et donc c'était très compliqué. Et donc lui il s'est assis sur son caillou et il a commencé à boire son bidon pour survivre, quoi. Ça lui donne de l'eau et des nutriments. En attendant le prochain bateau, et il était persuadé que le 3e jour au moins le bateau passerait, et comme ça il pourrait rentrer chez lui en sécurité. Et puis juste après ce rocher, une grande crique, et là absolument impossible de passer. Normalement il y a une corde qui était passée d'un côté et de l'autre de la crique. Alors une crique qui en plus est courbée donc vers l'intérieur, mais les vagues qui dépassent complètement la corde, donc ça voudrait dire passer dans l'eau avec des vagues d'une incroyable puissance qui nous emmêleraient dans cette crique. C'est une mort noyée absolument certaine, donc c'est absolument impossible de passer. Mais on voulait rentrer, on voulait pas attendre avec ce monsieur au milieu de nulle part en buvant du vin de palme, on voulait vraiment rentrer. On aurait éventuellement pu boire notre vin de palme, mais une fois arrivé. Et donc on décide d'escalader un mur en pierre. Et donc on commence à monter ce mur. C'est Koudi qui passe en premier, moi je passe en deuxième. Et puis Antonio, qui était mort de trouille d'ailleurs, passe en troisième. Et on a donc le producteur de vin de palme en bas qui dit « Cuidado, branco vai morrer ». Donc ça veut dire « Attention, le blanc va mourir ». Ah oui. Donc ça montrait un petit peu le degré
le degré de danger dans lequel on était. Et ça a été une sortie de 2 jours avec une adrénaline au top. Et ça a été vraiment très très agréable. Et aujourd'hui, je le raconte comme un très très bon souvenir. Et c'était déjà un bon souvenir 10 minutes après. C'est marrant parce que d'habitude on est habitué au dauphin ou alors au ciel bleu ou quoi, et toi tu nous parles d'une averse. Bon, en tout cas ça donne envie de faire un petit peu d'aventure dans la montagne. Moi ça m'a bien donné envie de faire la rando. Peut-être juste dire que on peut aussi avoir les dauphins, on peut aussi avoir le ciel bleu, on peut aussi avoir les plages idylliques. Mais que c'est pas dauphins... forcément ce qui m'a marqué le plus à Sao Tomé, et que cette anecdote, il a été particulièrement marquant. Mais c'est aussi l'île où on peut se retrouver, donc ça c'est absolument extraordinaire, où le même jour on peut aller en montagne pour faire 4 heures de marche, et puis 1 heure après on est sur la plage en train de profiter de la plage et de l'eau claire et délicieuse. Avec les tortues éventuellement, ça c'est plutôt le soir, hein, fin de soirée, et puis entre-temps aller boire un verre de vin de palme dans une zone de plantation de cacao. Donc on peut vraiment tout faire en une journée, et ça c'est extraordinaire. La proximité fait que on a des opportunités de passer par exemple une journée, un week-end en faisant 1001 choses différentes et en s'éclatant dans tout ce que l'on fait. Donc ça c'est extraordinaire. En tout cas, tu nous l'as très bien vendu. Est-ce que, avant de conclure, tu peux nous dire une ou deux, peut-être, petites anecdotes que seules les personnes qui ont habité sur place peuvent nous raconter? Alors d'habitude, les personnes préparent cette question. Toi, je t'ai pris un peu au dépourvu. Viens, on va s'enregistrer sur Sao Tomé. Non, il y a des choses. Alors moi, déjà, on n'a pas parlé de gastronomie. La gastronomie de Sao Tomé, il y a des choses qui sont marquantes et qu'il faut pouvoir essayer. Moi, j'ai appris à manger le safu, par exemple, le fruit du safu, alors qui se mange aussi en Angola, au Mozambique, mais qui est pas un fruit et la base de la nourriture. Et là-bas, ça se mange vraiment à toutes les sauces. Et la première fois qu'on en mange, on n'aime pas. Et La première fois que j'en ai mangé, j'aime pas. Ça se rapprocherait de quoi? Une sorte essayer de comparer ça avec quelque chose de courant, serait peut-être la forme d'une petite pêche rouge, mais c'est un fruit qui est plutôt dur, qui est plutôt amer, mais qui finalement, quand on prend l'habitude de goûter ce fruit et la manière dont c'est cuisiné, ça peut être cuisiné de 1001 façons différentes. C'est vraiment un snack très agréable. Il vient de là-bas, de Sao Tomé? Il est présent que là-bas? Non, ça fait partie des essences qui ont été importées notamment d'Amérique du Sud, il me semble, à l'époque coloniale, mais qui est complètement intégré dans la culture santoméenne, puisque c'est au même moment que les populations sont aussi arrivées à Sao Tomé, donc il y a eu une croissance conjointe. Donc le safou, ils ont aussi ce qu'ils appellent la colle, mais qui existe aussi sur le reste du continent africain. Alors là, moi, j'étais très impressionné. Ils mangent ça, c'est un énergisant très puissant. Ils mangent ça en buvant du vin de palme. C'est absolument dégueulasse. Mais c'est un vrai énergisant et ça marche très très bien, beaucoup mieux que la Red Bull. Et puis bon, plein d'autres plats, Isa Kent par exemple. L'Isa Kent, c'est en français ça va être compliqué, mais c'est le fruit à pain africain. Donc le fruit à pain, il y a le fruit à pain africain qui demande beaucoup plus de travail. Il faut le nettoyer, il faut récupérer les semences, les tamiser, les sécher. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine pour réussir à récupérer ces petites semences qui ensuite font des plats absolument extraordinaires avec une multitude de saveurs différentes, soit sucrées, soit salées. Et donc il faut vraiment goûter ça, le kaloulou. Il y a des feijoada aussi, donc on connaît les feijoada portugaises, et là les Santoméens ont réussi à adapter la feijoada portugaise, donc c'est l'héritage aussi colonial qui veut ça, mais en un produit vraiment très local. Ce sera pas du tout la feijoada que vous avez mangé à Lisbonne ou à Porto, ce sera vraiment celle de Sao Tomé et Principe avec des produits locaux. Voilà. Donc il y a sur cet aspect gastronomie, il y a des choses assez surprenantes, et finalement quand on s'y habitue, on a envie de continuer. Ça me donne envie de venir. C'est un peu frustrant ce podcast parce que du coup j'ai envie d'aller dans tous les pays que je ne connais pas dont je parle. Bon, Jean-Baptiste, à Sao Tomé et Principe, j'ai l'impression papa, maman, tout va bien. Papa, maman, tout va bien. Obrigado, Jean-Baptiste. De nada.
Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment donné envie d'y aller. J'ai envie d'aller goûter le cacao dont on n'a pas parlé d'ailleurs. J'ai envie d'aller goûter... Il faut quand même que je recommande Clos Sontella, qui est le meilleur cacao de l'île. Enfin, pas le meilleur cacao, mais le meilleur chocolat de l'île, qui est une petite entreprise du bean to bar, donc de la graine jusqu'à la transformation en chocolat. Et c'est certainement le plus petit, mais aussi le meilleur cacao de Sao Tomé et Principe, sinon le meilleur du monde. C'est ce que j'ai goûté du coup? C'est celui que tu as goûté. Ouais, j'ai envie de le goûter en direct et de faire des petites randos et aller me baigner l'après-midi. Si vous aussi ça vous a donné envie de venir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve très bientôt, suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup et à bientôt.